Bonsoir et merci à tous de nous rejoindre sur ce plateau d'IDF1. Y a-t-il un espoir pour les banlieues? Y a-t-il un espoir pour l'Île-de-France? Et si je pose la question de cette façon, c'est parce que les images qui nous reviennent, les images transmises par les grandes chaînes ou la grande presse, sont essentiellement négatives. On a tendance à ne parler des villes qui entourent Paris que lorsque des bus sont caillassés ou lorsque des voitures brûlent. Alors, pas question, bien sûr, de nier cette réalité aussi. Mais enfin, il y en a une autre que l'on voit se faire sous nos yeux, car la banlieue, c'est aussi un endroit où il y a de nouveaux logements, où il y a de nouveaux habitants, où des entreprises s'installent, bref, un endroit où il y a de la vie. Et quand il y a de la vie, comme dit le dicton, il y a de l'espoir. Pour en parler aujourd'hui, donc, 4 maires qui sont au premier rang, enfin aux premières loges, pour voir changer leur ville et changer les banlieues. Alors je vous remercie tous les 4. Beaucoup d'hommes, évidemment. Je ne peux pas dire que la parité soit respectée, mais elle le sera une prochaine fois. Alors, je vous remercie d'être sur le plateau d'IDF1. Nous sommes à 2 pas du Stade de France, où va commencer dans quelques instants le match France-Albanie pour les éliminatoires de l'Euro 2012. Donc, si vous entendez à un moment donné quelques clameurs, ne prenez pas peur. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Alors, devant moi, donc, le maire de Saint-Denis. Je commence par vous parce que IDF1 et sur votre commune, Didier Paillard, vous êtes né à Saint-Denis, vous avez grandi à Saint-Denis et vous avez été élu maire en 2004 et réélu en 2008. Jacques Salvatore, vous êtes maire d'Aubervilliers depuis 2008. Vous avez toujours été militant de l'UNEF quand vous étiez étudiant, l'Union nationale des étudiants de France, puis du PSU, puis enfin vous avez adhéré au Parti socialiste en 85 lors du premier septennat de François Mitterrand. Jean-Marie Brétillon, vous êtes le maire de Charenton, le maire UMP de Charenton dans le Var-de-Marne. Vous êtes un élu de la majorité. Vous avez longtemps exercé un rôle dans le conseil municipal de cette ville et vous avez été élu maire. Après, je crois, une scission, mais contre un socialiste, en 2001. Vous êtes également conseiller général du Val-de-Marne. Et enfin, vous, Stéphane Gatignon, vous êtes maire de Sevran depuis mars 2001. Vous êtes venu récemment sur ce plateau pour parler de votre livre sur les dealers, où vous mettiez un peu l'accent sur l'argent sale et l'argent facile, en tout cas. Mais aujourd'hui, je voudrais mettre l'accent sur le développement possible autour de nos villes. On construit partout. Ça veut dire qu'on investit. Qui investit? Quel est votre rôle dans les investissements? Comment est-ce que vous les favorisez? Quelques images sur les ensembles qui poussent ou qui vont pousser comme des champignons dans l'ordre. Alors, à Sevran, le pôle emploi-formation. Quelcon, qui va s'installer chez vous et qui traite des marchés publics. Et Frisomat, qui est constructeur de charpentes métalliques. À Aubervilliers, vous avez un conservatoire à rayonnement régional qui doit accueillir 1500 élèves. Vous avez d'ailleurs annoncé la construction d'une école par an et vous avez surtout un centre commercial absolument gigantesque, le Millénaire, qui a été inauguré en avril dernier. Charenton-le-Pont, Monsieur le maire, vous êtes en train de réhabiliter le théâtre des Deux Rives. Un pôle bancaire constitué autour du crédit foncier est en train de sortir de terre. Vous aurez le siège de Natixis, vous l'avez déjà peut-être. On l'a déjà. Sans compter le développement immense du quartier qui jouxte Bercy, c'est-à-dire entre Charenton et Bercy. Et enfin, là, à Saint-Denis, il y a la création de tout un nouveau quartier durable. Vous avez expliqué de quoi il s'agit. Il y a l'ouverture du tramway prévue pour 2013, une entreprise de vente privée sur Internet et enfin le futur siège social de SFR qui va être le premier employeur privé en Seine-Saint-Denis. Pendant que je parle, nous voyons la création de ce nouveau quartier et peut-être le siège social de SFR. Et enfin, vous espérez seulement Veolia. Bon, maintenant, la présentation a été un peu longue, mais c'est à vous de parler. Alors, comment attirez-vous dans des endroits considérés comme sensibles, ou au contraire résidentiels d'ailleurs, comment est-ce que vous attirez des entreprises? Qu'est-ce que vous leur promettez pour qu'ils viennent, monsieur le maire?
Je pense que d'abord on est sur des territoires effectivement où l'emploi a été très important de par son histoire. C'était plutôt un emploi industriel et c'est vrai que de cet ancrage de cette industrie qui est du premier choc pétrolier de 1975 jusqu'à la fin des années 80, on a vu surtout des départs d'emplois. Aujourd'hui, on a quelque chose qui est resté. En fin de compte, c'est plus forcément des bleus de chauffe, c'est plutôt des entreprises qui se sont transformées. C'est-à-dire, c'est des centres de recherche. Alors, on aura l'occasion d'y revenir. On a effectivement près du futur siège de SFR, on a le centre de recherche du gaz de France, mais on a pas très loin Rhodia ou Rhône-Poulenc à Aubervilliers. Et donc on est des territoires d'emploi. Donc on a certes, on est un carrefour d'autoroutes, on a un carrefour de voies ferrées, donc on est un endroit qui est disponible avec des friches industrielles. Et on est en reconversion. Et donc, qu'est-ce qu'on leur promet? On leur promet surtout la qualité de la desserte. On leur promet surtout le fait que la puissance publique, les villes, peuvent offrir des terrains qui sont maîtrisés et qui sont urbanisés. Et donc, on est là, et les uns et les autres, à pouvoir offrir la possibilité de faire de la ville et de recevoir des salariés. Par exemple, comment vous avez fait le millénaire? Parce que c'est une énorme construction, un énorme centre commercial. Les gens ont accepté de venir. Il y a du monde. Alors, tout d'abord, c'est un projet ancien qui date des années 93. Et c'est pas un centre commercial, c'est un quartier commercial. Oui. Et on l'a voulu, on l'a voulu comme tel. Et ça a été un combat titanesque pour qu'une ancienne friche industrielle devienne, par étapes successives, un lieu susceptible d'accueillir le plus beau et sans doute, dans quelques années, le plus dynamique quartier commercial de la région parisienne. Ça a été un combat difficile qu'on a pu d'ailleurs gagner ensemble avec la communauté d'agglomération, puisque une des raisons pour lesquelles on s'est regroupé en communauté d'agglomération, c'est aussi pour écarter entre nous toute concurrence concernant par exemple la taxe professionnelle. Et il était important qu'avec les villes voisines, on se dise, ben voilà, on va aménager ensemble le territoire, aidez-nous à le faire. En contrepartie, bien sûr, chaque ville abandonne sa taxe professionnelle à l'ensemble de la collectivité. Oui, et vous alors, à Sevran, où quand même l'actualité de Sevran a été assez effroyable. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est qu'on est sur une problématique différente. C'est-à-dire que là, Aubervilliers, Saint-Denis, on est proche de Paris. On est à l'est, effectivement, avec des immenses zones qui étaient des friches industrielles liées à la désindustrialisation et où les entreprises proches de Paris, l'aspect du grand stade, tout ce qui a été reconstruit autour, les stations de RER et tout, ont aidé. Nous, on est déjà la deuxième couronne, beaucoup plus loin, mais par contre, la chance qu'on a, Sevran et ce territoire de la Seine-Saint-Denis, c'est qu'on est sur l'est, le nord-est de l'Île-de-France. On est, en termes de développement économique, le point fort du développement économique à venir, ça va être autour de Roissy, avec ce qu'on appelle la barrière Rhin-Rhône qui est vraiment le cœur de l'Europe. Et la chance qu'on a, par exemple, à Sevran aujourd'hui, c'est que le développement, notamment la question du Grand Paris et du métro qui va arriver, c'est ça qui redonne une autre image et qui permet aussi de redonner à la fois des accès, à la fois le potentiel d'avoir un développement économique fort, parce qu'on est proche de Roissy, avec ce métro, on est en lien direct avec les différentes zones économiques. Et là, ça se ressent. Mais je dirais quand même à Sevran, les entreprises Frisomat qu'on vient d'inaugurer, donc il y a 15 jours, c'est la première entreprise qui se réinstalle quasiment depuis 15 ans, 20 ans. Voilà, donc on est sur un autre processus. Donc vous êtes allés les chercher, vous les cherchez les gens. Vous leur dites, voilà ce qu'on vous offre, venez chez nous. Comme le font un peu dans d'autres cas, le maire d'Issy-les-Moulineaux, par exemple. Ce qui marche vraiment quand même, la question du Grand Paris et de ce point, une ville comme Sevran, totalement enclavée comme elle est aujourd'hui, alors qu'on est proche de Roissy et tout ça, ce qui fait la différence, c'est la question de la construction métropolitaine, du Grand Paris et tout ça. Et une entreprise comme Frisomat, qui sont des gens d'Anvers, enfin une multinationale d'Anvers, s'installe son siège France à Sevran parce qu'il y a le métro à côté qui s'installe et puis parce qu'ils ont l'impression que ça se passe là à l'avenir. Et je pense profondément que ça se passe là. Vous, par exemple, à Charenton, est-ce que vous essayez d'attirer à peu près les mêmes clientèles qu'est-ce que vous leur promettez? Alors, il est certain qu'on bénéficie déjà de la proximité de Paris, ça c'est quelque chose d'énorme. On est situé aussi à une zone de carrefour
entre d'une part le périphérique et d'autre part l'autoroute A4. Donc sur le plan routier, on est admirablement desservi. Le problème, c'est au niveau des transports. Pour attirer les entreprises, aujourd'hui, il faut avoir des transports dignes de ce nom. Alors certes, on a une ligne de métro, mais il a fallu, par exemple, que nous financions nous-mêmes 2 lignes d'autobus qui viennent de Paris, qui viennent de la fameuse ligne Météor, et qui amènent donc les futurs employés des grandes sociétés qui sont venus s'installer à Charenton. Il a fallu donc qu'on crée ces 2 lignes et que nous les financions. Alors on joue aussi sur les taxes, enfin l'ex-taxe professionnelle, Voilà, la moins forte on vous a possible. quand même supprimé la taxe professionnelle. Alors qu'est-ce que ça a comme écho sur vous? Qu'est-ce que vous en dites? Comment vous vous débrouillez sans taxe professionnelle? Il reste quand même des taxes foncières qui sont quand même importantes, et puis elle est quand même remplacée par une taxe qui est basée sur l'ancienne taxe professionnelle. N'importe comment, avec le phénomène de péréquation, malheureusement, nous devrions normalement être gagnants, mais nous ne le sommes pas. Qu'importe, il est normal qu'il y ait une solidarité entre les communes. Donc on essaie... Vous pensez que les villes riches donnent aux villes pauvres, c'est ça? Aujourd'hui, on est quand même dans une situation où les inégalités de territoire et la péréquation est absolument... c'est quand même un truc de fou aujourd'hui. C'est-à-dire que les inégalités de territoire, de richesse entre les secteurs, les villes, ne cessent de s'accroître. Voilà. Et donc aujourd'hui, en Ile-de-France, la péréquation n'est pas du tout en action aujourd'hui. Il y a une péréquation qui est minimale, et qui ne suffit pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a quand même des gens qui habitent dans des territoires, si je prends Clichy, Montfermeil, Sevran, etc., où les gens vont essentiellement travailler soit sur Paris, soit sur l'aéroport de Roissy. Et en même temps, de retour, donc de péréquation, il n'y a quasiment rien. Aujourd'hui, une ville comme Sevran, c'est plus de 30% de budget de fonctionnement en moins qu'une ville de même strate, de 50 000 habitants. C'est 30 millions d'euros par an. Je voulais parler à vous, qui êtes un maire donc, d'une ville dite riche. Est-ce que vous attirez une clientèle particulière? Est-ce que ce sont les entrepreneurs qui viennent chez vous? Est-ce que... Alors, je vous dis, il y a les 2 choses. D'une part, une offre de transport, ça c'est quand même la première des choses. Si j'avais des possibilités de logement, ça serait aussi un autre argument, parce que rapprocher emploi-logement, c'est évidemment une priorité écologique, une priorité à tout point de vue. Et puis le fait d'offrir une ville dont la réputation est relativement calme, on s'efforce aussi avec un environnement, un cadre de vie. On a Paris, on a le bois de Vincennes, vous me direz, on a aussi l'autoroute A4, on a aussi le chemin de fer, qui ne s'arrête pas dans la ville, mais qui la traverse. Malgré tout cela, on essaie d'obtenir un équilibre qui permette aux entreprises d'être attirées. Lorsqu'une entreprise, vous la citiez tout à l'heure, comme le Crédit Foncier, qui venait des Capucines, est venue à Charenton, je ne peux pas dire au début que tous les employés étaient très heureux de quitter la capitale, le cœur de la capitale. Nous sommes donc efforcés de leur offrir aussi, à travers des installations sportives ou culturelles, la possibilité d'essayer de s'insérer petit à petit dans la vie locale. Dans la suppression de la taxe professionnelle, il y a une perversion qui... Si la taxe professionnelle était le moteur de nos villes et on piquait, on chipait l'entreprise du voisin facilement, etc., ce qui a été un peu transformé avec les agglomérations, puisqu'on solidarise nos ressources. Mais il peut y avoir dans le fait qu'il n'y a plus de taxe professionnelle, de pouvoir rechercher plutôt la taxe auprès des habitants, c'est-à-dire on va retrouver plutôt de chercher les gens solvables qu'on va essayer d'attirer un peu plus loin. C'est-à-dire qu'on risque, avec la suppression de cette taxe professionnelle, d'avoir un étalement urbain qui s'accentue, c'est-à-dire de retrouver des phénomènes, et donc ça peut avoir des conséquences, parce qu'il vaut mieux donc avoir une population solvable dans sa ville que d'avoir les entreprises. Donc ça peut changer un peu le caractère urbain et ça peut jouer sur l'étalement urbain. Il y a deux choses qui changent un peu le caractère. C'est la montée des loyers fabuleuse dans Paris, qui donc doit éloigner de Paris les entreprises. Oui, ça monte. À Aubert, Montreuil, les loyers augmentent terriblement. Enfin, les prix on essaye de les contenir et on y arrive en commun. Donc, est-ce que ça veut dire, c'est vrai, est-ce que ça veut dire que les plus pauvres sont amenés à être le plus loin? C'est-à-dire, comme en plus, c'est eux qui ont le plus de transport, etc. C'est très exactement ce qu'on veut éviter. Et la communauté d'agglomération que nous avons fondée, Saint-Denis, Aubervilliers, Épinay, enfin, nous sommes 8 villes, c'est très exactement ce que nous voulons éviter. Et nous y parvenons en très grande partie. Saint-Denis et Aubervilliers sont éligibles au programme national de requalification des quartiers anciens dégradés. Et l'argument de ce programme, c'est de dire l'État vous aide qu'à la condition que vous mainteniez en centre-ville ou en quartier ancien la population qui y est. Et de ce point de vue, nous accompagnons cette démarche et nous arrivons à trouver des dispositifs ensemble pour éviter cette gentrification
des villes de proche banlieue, qui aboutirait au fait que les gens qui y habitent soient repoussés. Et on y parvient, mais pour cela, il faut qu'on soit plus nombreux et plus forts, et c'est comme ça qu'on... Quand même, très concrètement aujourd'hui, y compris moi je commence à voir le phénomène où des gens, y compris, reviennent par exemple de Seine-et-Marne, revivre dans la zone dense, même y compris sur Sevran, Aulnay-sous-Bois, etc. Et on a les populations plus en difficulté qui, du coup, les remplacent dans ces territoires de Seine-et-Marne. Et aujourd'hui, il y a une paupérisation dans les années qui viennent qui est réelle, enfin, qui à mon avis va être réelle et très dangereuse sur des territoires comme la Seine-et-Marne. On n'a pas forcément construit des tours, mais on a de l'habitat qui n'est pas terrible, mais alors là, il est vertical. Mais aujourd'hui, il faut par rapport à horizontal, je veux dire, voilà, on passe du vertical à l'horizontal. Mais aujourd'hui, le problème avec la hausse de l'énergie et tout ça, on se rend compte aussi que tout un tas de gens, de ceux qui peuvent, quand aujourd'hui on habite en Seine-et-Marne, souvent pour aller prendre le train, c'est une demi-heure. Acheter le pain, pareil, si on n'a pas une bagnole, c'est compliqué, voire deux bagnoles. Et donc, la paupérisation de ce territoire va s'accélérer. Donc on voit qu'on rejette encore les classes les plus pauvres encore plus loin que cette zone dense parisienne. Ceci étant, pour rester sur un climat plus optimiste, quand une entreprise signe avec vous, vous lui demandez un certain nombre d'emplois ? Vous exigez en retour, quand quelqu'un prend une fiche industrielle, vous dites est-ce que vous pouvez prendre des gens ? Parce que ça a été le cas par... Pardon ? On n'a pas le droit. Non, mais... Ce qu'on a réussi à faire pour le millénaire, par exemple, puisqu'on l'a fait en commun, c'est de définir une zone dite de solidarité qui devait en quelque sorte accueillir ou prendre dans cette zone 75% des emplois. Mais c'est une zone extrêmement large. C'était presque 1 million d'habitants. Oui, et autrement, vous n'avez pas le droit. Par exemple, quand vous avez signé, Monsieur Paillard, vous avez signé avec l'entreprise Vente Privée une charte entreprise-territoire pour une durée de 3 ans. C'est quoi cette charte ? Aujourd'hui, il y a 106 chartes qui sont signées avec des entreprises sur le territoire des 8 villes de l'agglomération. On travaille les questions de l'emploi, de la formation, du handicap. Donc l'emploi, vous pouvez bien exiger un certain nombre d'emplois ou non ? C'est à peu près 3000 emplois, hein, les 106 chartes qui ont été signées sur le territoire. C'est environ 3000 emplois. Parmi lesquels combien d'habitants de vos villes ? Des emplois du territoire, c'est-à-dire de nos villes, du bassin de vie, c'est-à-dire que ça reste, bien sûr, il peut y avoir des Parisiens. Alors, il peut y avoir... l'argument massif, c'est bien sûr celui de recruter à proximité pour éviter les déplacements et les temps de transport. Mais c'est un argument qui ne prend pas le nom d'une ville, mais d'un périmètre. De SFR, on est avec SFR qui va être un campus important. On est en train de signer avec l'entreprise qui va construire ce campus, déjà dès le chantier, pour qu'il y ait des emplois, de la formation, de l'apprentissage lié avec le CFA du bâtiment qui est sur le secteur, qui est lié avec ce chantier. Donc on essaye effectivement on ne peut rien imposer. On peut essayer de convaincre que le moindre temps de travail puisse aussi profiter au territoire. Monsieur Bataillon, vous, est-ce qu'il y a Les entreprises qui viennent, elles viennent en général avec déjà leur personnel, et c'est très souvent des entreprises avec des personnels très spécialisés. Alors on a créé Pôle emploi, des cellules économiques pour essayer de mettre justement en contact ces entreprises qui arrivent, mais elles arrivent déjà en général avec un plein d'employés, je le répète, très spécialisés. Et comment est-ce que votre population, comment est-ce que votre population, à vous, à Charenton, accueille les nouveaux venus? Avec la crainte de voir leur tranquillité bouleversée, ou au contraire avec l'envie de voir plus d'emplois? Non, moi je leur ai fait comprendre que ça leur permettait de payer la moitié d'impôts en moins, le fait d'avoir ces sociétés qui viennent dans la ville, qui font travailler les commerces, qui apportent une activité, qui génèrent des transports qui ensuite sont utilisés par la population elle-même. Il y a un phénomène boule de neige qui fait que les gens, à partir du moment où il ne s'agit pas d'industrie polluante, acceptent très bien. Enfin. On s'interrompt pour une pause de publicité. Oui, il y a de la publicité sur IDF1, messieurs les maires.